Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui accompagne les professionnels des placements et de l'investissement dans leur choix de gestion et dans les différentes façons d'accompagner leurs clients. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, en replay sur bismart.fr et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec un patrimoine thématique consacré aux montres d'investissement. Nous ferons le point avec Pascal Paul, le PDG de Chronos 360, sur ce marché de la montre d'investissement en cette rentrée 2025. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux évolutions législatives et peut-être, pourquoi pas, fiscales, donc actuelles et futures. Comment, lorsque l'on est CGP, peut-on naviguer et tenter d'anticiper ces évolutions? Nous poserons la question à Sophie Nouy, directrice du pôle expertise patrimoniale chez Cyrus, mais aussi à Bastien Baron, conseil en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion Privée. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous reviendrons sur un autre facteur d'incertitude, cette fois-ci la politique américaine, et nous nous demanderons quelles sont les conséquences à long terme pour les choix d'investissement réalisés aujourd'hui. Nous poserons donc la question à Thibaut Delahaye, président du cabinet Delahaye Capital. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quelles sont les tendances sur le marché des montres d'investissement en cette rentrée de septembre 2025? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Patrimoine thématique. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pascal Paul. Bonjour Pascal Paul. Bonjour Nicolas. Vous êtes le PDG de Chronos 360. Comment est-ce que vous vivez cette rentrée? Est-ce qu'il y a de grosses évolutions par rapport à la dernière fois où on s'est vu? C'était quoi, il y a 2-3 mois? Il y a 2-3 mois, ouais. Comment est-ce que le marché a beaucoup bougé? Est-ce qu'il a évolué, Pascal Paul? Alors, le marché reste toujours dynamique, puisque la montre garde quand même son statut de classe actif, de valeur refuge pour des investisseurs un peu aguerris, puisque c'est pas tout le monde qui vient sur ce marché. Mais globalement, nous, on a notre index, Chronos Index, qu'on sort régulièrement et qu'on vient vous présenter ici. On a constaté une croissance assez forte sur le premier semestre, puisque le marché a accru, sur le marché secondaire, je parle, accru de 2% sur cette période. Alors, malgré un marché du neuf qui est quand même plutôt stagnant, voire un peu baissier, des 0,1% avec les chiffres de la Fédération horlogère suisse par rapport aux exportations qui sont faites. Mais on a un marché qui tient la route. Donc le neuf stagne, mais le secondaire est toujours dynamique. Exactement, le secondaire est toujours dynamique. D'ailleurs, on voit arriver des investisseurs qui avaient un peu quitté le marché puisque les points d'entrée sont redevenus attractifs. Donc on a les investisseurs spéculatifs qui reviennent et qui reprennent des positions. Donc ça maintient le marché, ça nous permet justement d'avoir une offre assez large et une nouvelle clientèle qui vient pour acheter des montres et continuer à investir sur ce produit un peu patrimonial et aussi de cœur. Le sujet droit de douane, est-ce que ça a un impact sur les montres d'investissement? Oui, on a constaté un vrai impact. En fait, les droits de douane qui ont été mis par les États-Unis, notamment sur la Suisse, avec des montants de 39% appliqués sur les exportations horlogères. Donc, il y a eu un effet par les fabricants il y a un effet sur stock, en fait. Ils ont transvasé beaucoup de stocks vers ce marché pour pallier à une augmentation future. Donc en l'occurrence, la demande, la réponse à la demande par les boutiques, notamment en Europe, en France, ça a tiré sur la disponibilité des pièces qui sont disponibles. Donc du coup, le marché secondaire, beaucoup de clients se retournent pour aller acheter de la seconde main parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les pièces en neuf. Donc du coup, il y a un effet prix qu'on a constaté et ça retire un peu le marché vers le haut. Mais le constat sur la demande que nous on a fait sur cette période, c'est que vous avez une croissance en valeur. Par contre, les volumes ne sont pas au rendez-vous. La croissance en valeur, elle est principalement tirée par le fait que vous avez un segment premium qui sont les montres, on va dire, à plus de 15 000 euros, qui a une croissance très très forte de plus de 20%. Donc la demande est forte, avec justement ces investisseurs un peu spéculatifs qui reviennent. Mais à contrario, sur la partie volume, on est aujourd'hui sur une décroissance de l'ordre de 0,1%. Alors on parlerait plutôt de stagnation. Oui, mais 0,1%, oui. Ouais, voilà. Mais en l'occurrence, le volume n'est pas au rendez-vous, mais par contre, c'est compensé par des paniers moyens plus élevés et qui maintiennent le marché.
La dernière fois qu'on s'est vu, vous nous parliez de féminisation du marché. C'est toujours le cas aujourd'hui? Vous le constatez toujours? Tout à fait. Alors la féminisation du marché continue et d'ailleurs aujourd'hui, si vous voulez, nous on a constaté que la montre est en train de devenir un vrai objet de fashion en fait, hein. D'accord. La frontière entre la mode et l'horlogerie de luxe n'existe quasiment plus. Aujourd'hui, les montres font partie du garde-robe. D'ailleurs, les marques l'ont compris. Par cette féminisation, on a de plus en plus des modèles qui sortent, qui sont mis au catalogue avec des cadrans colorés. Il y a aussi pas mal d'éditions limitées qui sont faites, notamment avec Patek Philippe qui avait lancé la Nautilus avec Tiffany, qui a été un vrai carton. Vous avez aussi des collections avec Marvel. Et on a tout ce qui est montre en or, le sertissage, du rubis, du diamant. Il y a de plus en plus de pièces qui rentrent dans cette logique tendance de fashion. D'accord. Et aujourd'hui, c'est une vraie tendance du marché. On est vraiment sur un phénomène de fond, hein. C'est pas un effet de mode. Et nous, pour vous donner quelques chiffres très, très probants, aujourd'hui, une vente sur trois chez Chronos 360, ce sont des pièces qui sont en métaux précieux. Donc D'accord. là, on est sur des produits très ciblés. Une montre sur quatre qu'on vend, c'est une pièce avec un cadran coloré, du fuchsia, du vert, du bleu, du turquoise, qui sont des couleurs qui n'étaient pas très courants sur le marché de l'horlogerie. Et on a encore aujourd'hui une vente sur 10 qui est faite à destination achetée par une femme ou achetée par un homme pour offrir à une femme. Donc la féminisation est présente et c'est un vrai relais de croissance qui continue de tirer le marché horloger vers le haut. Si on regarde dans le détail les modèles, à chaque fois que vous venez, vous nous faites un petit peu le top 3 des modèles qui progressent bien ou qui fonctionnent bien. Quels sont ceux que vous avez sélectionnés aujourd'hui? Alors, on était venu vous présenter en début d'année notre top 3 de montres à investir sur l'année 2025. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder par rapport à ceux qui auraient suivi notre conseil, de voir ce que ça a donné. Alors, le premier modèle qu'on avait proposé, qui est la Rolex GMT Master 2, dit Pepsi, hein, avec la lunette noire et rouge. En l'occurrence, c'est un modèle qui avait bien monté au premier trimestre, mais aujourd'hui, il y a une forme de stagnation. D'accord. C'est un modèle qui fait à peu près plus 1%, hein, sur cette période-là. Donc, on n'a pas une croissance très forte. Par contre, les deux autres modèles du classement, qui sont la Patek Philippe Aquanaut, a fait plus 5%. Donc là, on est sur un gain qui est assez conséquent. Et puis, vous avez le petit nouveau du classement qui était la Cartier Santos, où là, vous avez plus de 10% de croissance depuis le début de l'année. C'est vraiment un modèle qui cartonne, notamment auprès des millennials. Et la tendance continue. Et voilà, donc ceux qui ont misé sur ces pièces-là, je pense qu'ils ne le regrettent pas. D'accord. Et voilà, et on va voir ce que ça donne sur le dernier semestre. Mais en l'occurrence, la tendance est toujours bonne et continue de tirer vers le haut. Là, on est en rentrée, en septembre 2025, la rentrée 2025. On a des instabilités politiques, législatives, des droits de douane, des questionnements sur la politique américaine également. Comment est-ce que vous abordez cette fin d'année, les 3 mois qui restent, Pascal Paul? Alors moi aujourd'hui, pour vous donner un constat qu'on fait nous, parce que bon, en tant que chef d'entreprise, on est quand même au front tous les jours. C'est vrai que les dispositions avec l'instabilité qu'on a en termes de politique en France, avec les changements de ministres et puis les dispositions, tout ce qu'on parle de taxe Zussman, toutes ces choses qui sont en train d'être imaginées, il y a vraiment une forme d'attentisme, hein, qui est constatée. Les achats coup de cœur, les achats plaisir sont remis au calendrier grec. D'accord. Voilà, donc on est plutôt sur des personnes qui achètent dans une logique d'investissement malin, de se dire je connais le produit, je sais, je rentre sur un point bas, j'essaie d'aller sur de la plus-value. Par contre, on est un peu dans beaucoup d'attentisme en face de nous. Et voilà, donc je suis incapable aujourd'hui de vous faire un plan à plus de 6 mois. Personne n'est capable, je pense. Mais je reste, je suis un entrepreneur, je suis un éternel positif, donc comme tous les entrepreneurs de France. Donc voilà, on garde la pêche, comme on dit, et puis on va essayer de continuer de faire en sorte que la croissance du pays soit au rendez-vous. Et est-ce qu'on peut espérer que la période de fin d'année, Noël, soit une bonne période pour les mondes d'investissement ou pas spécialement? Ça va dépendre de ce que donne, je pense, le choix du gouvernement à venir et puis les positions. Après, les gens ont besoin de se faire plaisir, donc voilà, il faut croire en la France et moi j'y crois, donc je pense qu'on va y arriver. Merci beaucoup Pascal Paul, je rappelle que vous êtes le PDG de Chronos 360. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Merci. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, avec un sujet qui va nous animer aujourd'hui. Comment naviguer dans un contexte législatif mouvant, si on peut le qualifier ainsi. Comment tenter d'anticiper, lorsque l'on est professionnel de la gestion de patrimoine, les évolutions législatives. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir 2 experts du sujet et surtout 2 professionnels qui vivent ça au quotidien. Sophie Nouy, tout d'abord. Bonjour Sophie Nouy. Bonjour. Vous êtes directrice du pôle expertise patrimoniale chez Cyrus Erez et nous avons le plaisir d'accueillir également Bastien Baron. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Vous êtes conseiller en gestion de fortune et fondateur
fondateur de Justae Gestion Privée. Alors, Sophie Nouy, Bastien Baron, la seule chose qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur l'évolution du budget et les évolutions législatives. Ça fait, on le disait juste avant l'émission, Sophie Nouy, c'est pas nouveau pour les conseillers ou les professionnels de la gestion de patrimoine que vous êtes, puisque ça fait un an que globalement, il faut avoir des certitudes, avoir des stratégies, expliquer quoi faire à ses clients, alors même qu'on ne sait pas ce que le gouvernement nous réserve, si tant est qu'on ait un gouvernement qui tienne effectivement à l'heure actuelle. Mais comment est-ce qu'on fait en septembre 2025 pour conseiller à ses clients, alors même que là, pour le coup, on est dans l'incertitude totale sur un prochain budget et sur les évolutions fiscales, législatives que ça peut prendre? Alors c'est vrai que depuis un an, entre l'absence de loi de finances au 31 décembre de l'année dernière, le fait qu'elle est quand même passée en 49.3 avec beaucoup de flou cette année, on se dit qu'on est parti jusqu'en 2027 pour beaucoup d'incertitudes. Et face à l'incertitude, eh ben, on se donne des options. On diversifie au maximum les portefeuilles pour la partie placement financier. On se diversifie dans les classes d'actifs pour éviter que si tout d'un coup, il y a un gros sujet sur l'immobilier, qu'on soit obligé de vraiment utiliser cet immobilier et de l'acter tout de suite. Et puis, on diversifie aussi les stratégies. On se donne la possibilité de faire des choses. Et puis, pour les dispositifs de faveur qui existent encore, surtout, on ne perd pas de temps. Si on a la possibilité de faire des donations en Dutreil, on ne les fera pas en 2026, il vaut mieux les faire le plus rapidement possible pour bénéficier de l'état actuel des textes, qui est plutôt favorable avec les holdings animatrices qui emportent sur toute la holding, y compris sur la trésor du groupe. Donc, il faut profiter de ce qui existe aujourd'hui. C'est le cas du Dutreil, c'est le cas aussi de faire des donations. Le Dutreil qui a été pas mal décrié quand même à un moment. Complètement décrié. Il y a même eu un projet de loi qui a tenu 6 semaines, mais comme il y a eu d'autres priorités, le projet de loi a été enlevé, alors que les amendements qui arrivaient faisaient peur à toute la profession. Donc on a gagné au moins 6 mois, profitons-en, n'attendons pas que ça revienne sous le feu des projecteurs. Par exemple, au moment de la loi de finances de cette année, qui va à nouveau être très compliquée, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, on a la même majorité que l'année dernière, donc ça devrait être aussi difficile et aussi compliqué. Sûr, ouais. On va avoir probablement à nouveau un 49.3, peut-être à nouveau un renversement de gouvernement. Est-ce qu'on aura une loi de finances au 31-12 ? C'est pas complètement certain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les dispositifs de faveur vont être sous le feu des projecteurs, faire l'objet de beaucoup d'amendements. Il ne faudrait pas qu'on soit dans les amendements qui passent, quoi. Bastien Baron, je retiens 2 choses de ce que nous dit Sophie Nouy. Donc, il y a effectivement les dispositifs de faveur, mais il y a aussi ce sujet de diversifier un maximum, parce que si demain quelque chose arrive sur l'immobilier, il faut être capable de s'en séparer ou en tout cas d'arbitrer très vite. On en est là aujourd'hui, le sujet peut-être d'angoisse ou d'inquiétude des clients qui passent la porte de votre bureau, c'est en fait, est-ce que demain, en fait, le patrimoine que j'ai construit selon telle ou telle stratégie peut être totalement remis en cause avec un texte qui passerait comme ça alors que ce soit en 2026, 2027 ou 2028, parce que la question se pose aussi après, quand on construit un patrimoine de long terme. Complètement. Je pense que déjà, la diversification, pour nous, elle est assez globale, on va dire, sur le plan géographique. La France, il ne faut pas oublier qu'on est assez petit, finalement, quand on parle de marché coté ou private equity, enfin actif privé également. Donc, je pense que ce n'est pas le gros sujet sur cette partie-là. Le vrai sujet, pour moi, il est effectivement sur les actifs en fait, qui sont tangibles en France et qui, eux, on pourra rien faire de plus en fait, qu'acter soit si on doit vendre, acter une plus-value, si on doit céder une entreprise, acter aussi la fiscalité. Donc je pense que c'est vraiment ces sujets-là qui sont les plus complexes. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler aussi, ça revient un petit peu au goût du jour, expatriation, etc. Ça s'était un petit peu perdu depuis quelques temps, ça revient un peu au goût du jour. D'accord. Ouais. C'est vrai qu'on a vécu, on en parlait un petit peu en préambule, Macron 1, où c'était le projet de loi de finances qui sortait début octobre, la loi de finances qui était votée mi-décembre, et c'était assez facile. Une stabilité fiscale. Une stabilité qui était assez simple. Ça a été un peu compliqué déjà sur la réélection d'Emmanuel Macron, donc là il y avait un petit peu de stress à ce moment-là. Puis depuis, on voit là depuis l'année dernière, c'est vrai que c'est pas facile. Nous, on avait déjà aussi, il faut aussi dire qu'il y a eu des opportunités à saisir et que ceux qui ne l'ont pas fait, c'est un petit peu dommage de se réveiller un petit peu maintenant. On parle du sujet des dividendes beaucoup. Ça a été très intéressant de le faire pendant un certain temps. Nous, on a toujours conseillé en fait en fin d'année de commencer à se poser des questions pour les distribuer. Là, on a la CDHR qui intervient maintenant. Bien sûr. Donc il y a pas mal de qui remet en changements. cause des versements de dividendes ? Potentiellement, oui. Surtout, ce qui se passe, c'est que beaucoup avaient oublié que la fiscalité des dividendes, on la connaît finalement seulement en fin d'année. Et les assemblées générales, pour la plupart des chefs d'entreprise, on va dire, se passent au 2e trimestre, quand Bien on sûr, est sur exercice civil. Donc là, ce qu'on fait, c'est que finalement, nous, on ne prend pas la décision aujourd'hui de se dire on se verse beaucoup, pas beaucoup, ou un petit peu de dividendes. On se dit, potentiellement, on garde en réserve et on se reposera la question mi-décembre. On a la chance d'être en relation assez privilégiée, entre guillemets, avec nos clients et aussi leurs experts comptables, etc. Donc, on est en mesure
faire une assemblée générale extraordinaire en fin d'année, si tenter qu'on ait une loi de finances en fin d'année. C'est ça, c'est la question que j'avais posée, Sophie Nouy. Alors effectivement, dans la situation actuelle, on peut se dire que déjà, ça va être compliqué de sortir un budget, une loi de finances. Donc, est-ce qu'il va y avoir des grosses évolutions sur les dividendes ou autres? On n'est pas là pour faire de la politique, mais est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Est-ce que c'est un risque que vous envisagez quand vous conseillez vos clients à l'heure actuelle? C'est toujours un risque, et effectivement, pour des clients qui ont la maîtrise de leurs revenus, essayer de ne pas distribuer du revenu en début d'année et attendre la fin d'année pour voir ce qui se passe, c'est toujours une bonne idée. Après, ils prennent leurs décisions. Disons qu'aujourd'hui, on a la CDHR qui vient renchérir le coût des dividendes pour les gens qui en ont beaucoup, Bien qui sûr. ont une grosse part de leur patrimoine qui est constituée de revenus à la flat tax, et donc ils risquent d'être en dessous du fameux taux de 20% quand on ne compte pas les prélèvements sociaux. À 37,20, est-ce que ça coûte encore cher de distribuer du dividende? Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment un seuil qui va empêcher des distributions de dividendes. D'accord. Mais c'est vrai que pour des clients qui ont connu des dividendes à 30, 33 ou 34, leur dire que tout d'un coup c'est 37,20, ils ont le sentiment que ça se renchérit. Ils sont assez lucides sur le fait qu'effectivement, d'ici à 2027 et probablement au-delà de Ça 2027, peut encore augmenter? ça devrait beaucoup augmenter. Sous François Hollande, on était plutôt autour de 50% sur le taux de fiscalité des dividendes, selon les régimes auxquels vous aviez droit. Donc on est quand même dans une situation qui reste relativement plus favorable que ce qu'on a pu connaître au cours des 15 dernières années. Pour autant, c'est pas facile de se dire « Ah, je voulais pas faire le chèque à 34 et finalement, il faut que je le fasse à 37 ». Mais c'est important de se rappeler aussi qu'effectivement, avant l'élection d'Emmanuel Macron, on était peut-être dans un régime fiscal qui était moins favorable aussi. Donc c'est vrai, mais où les gens parlaient de partir beaucoup plus, et c'est à nouveau le cas. Vous avez raison. On parle tous les jours aujourd'hui avec nos clients de expatriation ou en tout cas d'éventualité. Tous les jours, c'est un sujet qui est abordé. Oui. Pas uniquement sur des sujets de fiscalité, mais aussi sur des sujets d'ambiance, la montée des extrêmes. Ça inquiète les clients fortunés et qui se posent la question de se dire est-ce que vraiment est-ce qu'il ne serait pas mieux en Italie, par exemple, en Israël pour la communauté qui est concernée, en Espagne, pourquoi pas. Enfin, on se pose ces questions-là et on regarde l'ensemble des conséquences sur le patrimoine, mais pas que, sur la famille également. Bastien Baron, au moment du vote de la loi de finances pour 2025, alors il y avait des sujets expatriation, puis il y avait des sujets assurance vie luxembourgeoise. Même si on reste physiquement en France, comment est-ce qu'on s'assure qu'on puisse faire bouger une partie de son patrimoine? Ça revient aussi, ce sujet, sur la table aujourd'hui? Oui, complètement. Ça revient à chaque fois que les élections présidentielles approchent. Dès qu'il y a des risques extrêmes, à chaque fois, ça revient. On a le cas aussi, on a quand même pas mal maintenant de clients aussi internationaux qui aiment bien avoir cette enveloppe-là. Et de manière générale, tous nos clients en fait, ont une enveloppe luxembourgeoise parce qu'on peut faire, en fait, on a plutôt la partie moyen terme, où on va profiter en fait, du fonds en euros, notamment en France, où on va dire, on a une buy list assez limitée, on va dire, pour pouvoir faire les investissements. Et après, tout le reste, en fait, c'est au Luxembourg, parce que on peut quasiment tout faire dedans en termes de gestion financière. Il n'y a pas uniquement le côté être en dehors de la loi Sapin 2, par exemple, quand on tombe le coup, si jamais les capitaux sont bloqués. C'est aussi, en dehors de ça, c'est aussi intéressant, je pense, d'avoir, d'une part, les clients aiment bien avoir des capitaux à l'étranger, qui ne soient pas forcément uniquement en France, dans une autre devise potentiellement. Ça veut dire aussi, en termes de gestion financière, qu'on peut faire beaucoup plus de choses, notamment sur la partie des actifs privés qui se sont énormément développés. Il n'y a pas autant de possibilités dans ce qu'on peut faire dans un contrat français d'assurance vie. Donc nous, tous nos clients, sur la partie longue et très longue, est à Luxembourg en réalité. Sachant que quand on est résident fiscal français, on paye quand même des impôts en France. Au final, en fait, il n'y a aucun avantage fiscal. Quand on est résident français, on n'a aucun avantage fiscal à avoir un contrat d'assurance vie à Luxembourg. C'est exactement la même fiscalité, que ce soit lorsqu'on fait un rachat ou lorsqu'on décède, malheureusement. C'est exactement la même chose. Donc, ce n'est pas du tout ce choix-là. Mais ça offre aussi des possibilités potentiellement en cas d'expatriation, parce que du coup, la fiscalité du contrat va prendre la fiscalité du pays de résidence bien sûr. de l'assuré. Donc, forcément, ça ouvre plus de possibilités que de devoir on va dire, tout nettoyer, on va dire, en France pour être officiellement résident potentiellement de l'Italie, qu'on entend beaucoup, notamment sur les sujets de transmission, effectivement. Sophie Nouy, oui. On se donne effectivement des options, on se donne des choix. L'avantage du contrat luxembourgeois, c'est qu'il n'y a pas de fiscalité appliquée au Luxembourg. Donc si vous êtes en France, vous avez effectivement la fiscalité française. Le jour où vous devenez résident israélien, luxembourgeois, espagnol, c'est la fiscalité de votre pays de résidence qui va s'appliquer. Alors que si vous aviez un contrat français, la France appliquerait une retenue à la source. Donc il faudrait l'imputer. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. La France garde un lien avec vous si vous gardez vos placements en France. L'avantage du Luxembourg, c'est qu'effectivement, on passe sur quelque chose d'offshore.
Et donc, c'est légal. une première étape peut-être aussi pour ceux qui réfléchiraient à l'expatriation. Bastien Baron, une question. On est en septembre 2025. Vous nous avez dit effectivement que pour tout ce qui est versement de dividendes, quand on accompagne des chefs d'entreprise, on attend la toute fin d'année parce qu'on attend d'avoir le maximum d'informations qu'on peut avoir. Pour le reste, qu'est-ce qu'on fait en fait? On se dit que de toute façon, tout va se jouer en décembre ou en fait, on arrive quand même à conseiller d'aller sur des marchés actions, sur du non-coté, sur de l'immobilier. On diversifie un maximum, comme le disait Sophie Nouy au début. Est-ce qu'on arrive à avoir des convictions quand même d'investissement dans le contexte actuel? Oui, tout à fait. On peut avoir des convictions. On peut aussi potentiellement profiter de l'État français qui emprunte à des taux plutôt élevés actuellement, à 3,50. Le sujet de dette, ça peut être une opportunité. Oui, tout à fait. aujourd'hui, Ça peut être un sujet. On peut estimer que dans les années à venir, le sujet de croissance, d'inflation, etc., notamment en Europe, on ne va pas sur des croissances folles par rapport aux prévisions qui sont prévues par l'Union européenne, en Union européenne, etc. Donc ça peut être des sujets en tout cas. Et on a beaucoup de positions d'attente. Donc en fait, on a plutôt mis en place des allocations stratégiques où on a une vision de ce qu'on veut faire, notamment sur la partie actifs privés, les actifs privés à déployer. Ça peut être la partie infrastructure. On a beaucoup de sujets aussi pour nos clients de souveraineté européenne. Donc on a un peu moins envie d'investir aux US notamment, alors que c'est quand même le marché un petit peu phare sur les 20-30 dernières années en termes de performance. Il y a eu sur les marchés cotés, en tout cas, il y a eu un sursaut de l'Europe sur fin d'année, début d'année. On voit que ça y est, les US sont repassés devant aujourd'hui. Donc on a plutôt des sujets sur de la dette et sur des positions d'attente. On attend de déployer les capitaux. Et on a toujours des fonds monétaires ou des fonds obligataires qui rémunèrent aux alentours de 4 à 5% avec un risque assez limité. Et finalement, rentrer aujourd'hui sur des rendements assez élevés qu'on va pouvoir conserver pendant un certain temps, c'est pas idiot en tous les cas. Sophie Nouy, dernière question rapidement. Effectivement, l'incertitude politique, on l'a évoqué en France. Il y a aussi une incertitude sur les décisions politiques qui sont prises aux États-Unis sur la croissance américaine ou sur les décisions de banque centrale. Ça joue aussi sur la stratégie qu'on peut avoir? Ça joue forcément, mais quand on diversifie correctement, alors j'adhère à tout ce qui a été dit, mais on peut aller un peu plus loin, la dette privée également. Aujourd'hui, avec le niveau des taux, les lenteurs des décisions bancaires, les entreprises qui ont besoin de se financer, elles ont besoin d'avoir une dette disponible rapidement, elles sont prêtes à payer plus cher et on arrive à démocratiser, entre guillemets, pour des clients de gestion de fortune, la possibilité de prêter de l'argent à des entreprises qui en ont besoin sur des durées courtes, avec parfois des fonds evergreen, donc qui ont une liquidité bien plus importante que certains fonds de dette privée ou de private equity qu'on a eu dans le passé. On a la possibilité de prolonger les taux qu'on observe en termes de placement grâce aux produits structurés qui figent sur une durée un petit peu plus longue avec des possibilités d'être rachetés mais beaucoup plus tard et donc qui figent cette rentabilité de l'argent avec une garantie assez forte sur longtemps. Et puis pour des clients qui sont un petit peu plus pushy, commencer à réinvestir sur des marchés qui ont été un peu décotés. C'est le cas de l'immobilier par exemple. Quand on a du cash, il y a forcément des acteurs qui ont besoin de se dessaisir de l'immobilier, alors sans parler du résidentiel, mais il y a forcément des SCPI qui ont dû vendre à la casse des actifs pour rembourser, leurs porteurs de parts. Là, il y a eu des opportunités pour des gens qui avaient du cash et pour des nouvelles structures et des nouveaux véhicules d'investissement qui se sont montés. Donc c'est aussi vecteur de beaucoup d'opportunités. Et pour des clients de gestion de fortune ou de gestion privée qui ont du cash, il y a des opportunités à saisir. Merci beaucoup Sophie Nouy, merci également Bastien Baron de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Quelles conséquences de la politique américaine sur ses choix à long terme d'investissement? C'est le sujet qui va nous animer à présent avec Thibaut Delahaye. Bonjour Thibaut Delahaye. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président du cabinet Delahaye Capital. La question qu'on va se poser ensemble dans les quelques minutes qui nous restent, c'est sommes-nous à l'aube d'un basculement durable de flux de capitaux hors des États-Unis, Thibaut Delahaye? Écoutez, c'est effectivement une très bonne question, une question essentielle pour l'ensemble des investisseurs et notamment des clients privés. On a assisté pendant tout le XXe siècle à un apport massif de capitaux étrangers, que ce soit des pays émergents, que ce soit de l'Europe, vers les États-Unis. Or, la nouvelle politique trumpienne remet, à mon avis, complètement à plat, excusez-moi, ce sujet. La politique trumpienne et parallèlement l'émergence de la Chine, en tout cas le développement de la Chine, qui est en train de devenir leader dans un certain nombre d'industries, bien sûr, comme l'IA. Vous savez que DeepSeek est aujourd'hui plus performant que OpenAI pour un coût 10 fois moins élevé. La Chine est devenue leader dans la robotique. Ils ont d'ailleurs lancé le premier hôpital complètement géré par l'IA. Bien sûr. Là, il y a 45 médecins virtuels qui ont diagnostiqué 10 000 patients en quelques jours. D'accord. Alors que la Chine aujourd'hui ne pèse que 3%
dans les indices mondiaux. Et donc ça veut dire qu'on a l'émergence de cet autre géant qui est la Chine, effectivement, qui n'est pas en reste en matière d'intelligence artificielle ou d'innovation. Et cette politique trumpienne pourrait aussi, enfin ces deux aspects pourraient faire en sorte que des capitaux étrangers, par exemple, sortent des États-Unis pour aller s'investir ailleurs. Absolument, En puisque, Chine. par exemple, l'objectif de Trump et de son gouvernement est donc d'essayer de réindustrialiser le pays. Pour réindustrialiser le pays, ils ont donc mis des tarifs douaniers, donc pour éviter Bien sûr. que les produits bas marché se déversent chez eux. Et parallèlement, ils ont pour objectif de faire baisser le dollar pour redonner de la compétitivité à l'industrie américaine. Et donc si vous donnez cette direction à l'ensemble des investisseurs, notamment quand vous investissez aux États-Unis en dollars, vous avez peur que ce dollar se dévalorise, donc vous n'avez plus envie d'investir aux États-Unis. Et quand il y a de l'instabilité, puisqu'en fait Trump crée de l'instabilité, il y a peur et vous vous dites je vais moins investir dans cette zone. Donc comme j'ai des capitaux, où est-ce que je vais les investir ? Vous pouvez notamment les investir dans les pays émergents, et notamment la Chine. Mais alors, vous l'avez dit vous-même, la Chine, c'est 3%, pèse 3% aujourd'hui dans les indices mondiaux. Donc pourquoi c'est aussi faible s'il y a ce constat que vous faites aujourd'hui ? Alors pour deux raisons. La première raison, c'est que grâce au développement ou à cause du développement des ETF, quand vous avez 3% d'un indice mondial et que vous investissez dans un ETF, ça ne représente que 3% du nouveau flux qui va vers ce pays. D'accord. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que les principaux producteurs d'indices sont américains. Et que les États-Unis ont notamment interdit à certains fonds de pension d'investir en Chine pour des questions de sécurité nationale. D'accord. Ouais. Donc, si tout cela commence à s'inverser, on pourrait avoir un phénomène d'accélération. Dernière question, qu'est-ce qu'on fait quand on est investisseur particulier en France et qu'on essaye de comprendre l'émergence peut-être de cette évolution ? Écoutez, alors déjà, il n'y a pas d'urgence. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout basculer. C'est plutôt un phénomène, s'il y a une inversion de ces flux, ça va prendre de nombreuses années. Pour nous, il faut sous-pondérer la zone Amérique dans son ensemble, que ce soit la devise, les obligations ou les méga caps, même si elles ont eu un parcours boursier récent très élevé, ça ne va pas durer. Donc, il faut commencer à sous-pondérer ce type d'actifs au profit d'actions européennes, notamment des petites et moyennes capitalisations, d'actions émergentes, dont la Chine, mais on peut aussi investir hors de Chine, et évidemment des actifs anti-inflation, type des infrastructures, type certains segments de l'immobilier, ou encore voilà, c'est les deux principaux. Les deux principaux, voilà, excusez-moi. Donc la stratégie effectivement que vous proposez. Merci beaucoup Thibaut Delahaye, merci d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président du cabinet Delahaye Capital. Et quant à vous, merci également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Be Smart for Change.